Bienvenue à cette table ronde, conférence table ronde qui, vous savez, a comme thématique collectif ou individuel, douce ou hyper connecté, quel modèle de transport et de mobilité pour demain. C'est un peu long comme titre, mais vous avez tous compris de quoi il s'agit, c'est-à-dire comment, pour résumer très vite, faire cohabiter les mobilités hyper technologiques de demain, connectées, et les mobilités douces qui non seulement continuent à exister mais prospèrent. C'est une table ronde qui est filmée. Vous pouvez d'ailleurs filmer et qui sera diffusée sur le site du CER, du syndicat des équipements de la route. Vous pouvez d'ailleurs tweeter hashtag la route demain. Et donc cette magnifique initiative vient en droit au partenariat entre le syndicat des équipements de la route et son président Ali Adam et Jean-Dominique Siegel, comment on peut dire, co-éditeur avec mon frère François de la revue Oui Demain. De Oui Demain. Alors messieurs, quelques mots sur cette initiative. Juste un petit mot, merci d'être là. Donc oui, nous à Oui Demain, depuis 7 ans, on essaye de raconter cette mutation incroyable que nous traversons dans ce 21e siècle. Depuis maintenant 3 ans, avec le CER, on essaye d'explorer ce que sera la route demain. Et pour nous, c'est aussi un symbole incroyable, parce que la route et l'automobile, c'est le 20e siècle, c'est le symbole total du 20e siècle, c'est le symbole de notre liberté acquise durant ce 20e siècle. Et quel sera ce chemin que va tracer la route, comment ça va reconfigurer les villes. On va essayer d'en parler ce soir. Gérard va animer ce débat. Nous, on est assez contents parce que ce premier sujet qu'on développe depuis 3 ans, c'est donc un sujet fétiche de Oui Demain. Merci, Président. Je vous laisse la parole avant de la laisser à Gérard. Merci pour ce mot d'introduction et puis merci d'abord de nous accueillir chez vous. Chez nous, j'aimerais bien. Ah, chez vous. Dans l'appartement Oui Demain, voilà. Et puis surtout, merci pour le partenariat, effectivement, que nous avons construit depuis 3 ans. Ce partenariat n'est pas un fruit du hasard. Si le CER, effectivement, qui se pose toutes ces questions sociétales sur l'évolution de la route, de ses équipements, sur la mobilité, Oui Demain est justement une revue qui porte bien les sujets de société, les innovations, la projection. Donc Oui Demain, la route demain. Et effectivement, ce partenariat, on a commencé par un numéro, 2, 3, et j'espère effectivement... Voilà, je présente le dernier, oui, qui est magnifique, et avec beaucoup de choses intéressantes, sur toutes les questions sur la route demain, la sécurité routière, etc. Tout à fait. La route, donc, n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet au présent, au futur, qui bouge avec les besoins de la société, les besoins de la mobilité. Les équipements de la route font partie de l'environnement de la route, et la route n'est pas uniquement l'espace automobile, c'est l'espace que partagent tous ceux qui ont des besoins de mobilité, que ce soit les piétons, bien sûr les voitures, les vélos, et cet espace-là, il faut le partager. Pour le partager, il faut une codification pour que chacun trouve sa place d'une façon optimisée en termes de sécurité, en termes de mobilité, et que effectivement il y ait une équité dans le partage de cet espace, dans le respect, bien sûr, comme je disais, des problématiques de sécurité routière, d'environnement, d'économie. Donc le travail aujourd'hui et le débat, c'est un débat de société. Je remercie également l'ensemble de nos intervenants qui enrichissent au quotidien, que ce soit dans la dimension politique, dans la dimension des usages, la trottinette, un événement présent et certainement futur, et toutes les problématiques qui se posent autour de l'évolution de la mobilité. C'est un sujet pas seulement urbain, c'est un sujet aussi rural, d'où la complexité. Les solutions ou l'évolution qui se passe à tel lieu n'est pas forcément celle qui se passera ailleurs, et pourtant il faut que l'ensemble effectivement évolue d'une façon homogène, et que nos solutions en tant que partenaires aussi de ce sujet, nous les équipements de la route, qu'on soit à l'écoute et qu'on soit aussi en mesure d'apporter notre part, notre contribution à la mobilité de demain. Donc merci à l'ensemble des intervenants, merci aussi à
toutes les personnes présentes et j'espère qu'on débattra d'un sujet qui nous passionne encore une fois au présent et certainement au futur. C'est un sujet qui ne se terminera pas. La route a déjà ses musées ou son musée, elle a aussi son présent et son avenir. Donc, merci Président, et bien évidemment on vous retrouvera pour conclure cette table ronde et faire un petit peu vos réactions sur tout ce qui aura été dit, et beaucoup de choses vont être dites. Bonjour Sonia Lavadino, on va commencer avec vous pour un peu introduire cette table ronde. Vous êtes anthropologue urbaine et géographe, vous êtes spécialiste des questions de mobilité, de leurs implications sur les transformations urbaines. Vous avez une vision assez large, notamment de ce qui se passe à l'étranger. Ça va, je pense, une bonne façon de démarrer. Bien évidemment, donc, au cours de cette table ronde, on va évoquer toute une série de questions autour des idées, comment vous déplacer, comment nous déplacerons-nous dans 10, 20, 30 ou 40 ans, comment répondre aux différents enjeux, on les connaît, l'engorgement des villes, la surcharge des infrastructures, les inégalités territoriales, la pollution atmosphérique et sonore, que penser de la route intelligente, des véhicules connectés, quelle modernisation en fonction de tout ça pour les infrastructures, et puis d'une façon générale, ces deux modèles qui existent, et qui existeront encore davantage demain, c'est-à-dire la mobilité hyper connectée et les mobilités douces, comment les faire cohabiter? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ça va se faire de toute façon? Et à partir de là, quel choix faire pour les investissements, notamment les investissements des équipements de la route? Voilà donc la problématique générale. Bien évidemment, vous pourrez intervenir, je vous donnerai la parole, vous pourrez poser des questions, éventuellement nous faire part de vos réflexions. Sonia Lavadino, on commence avec vous. Sur cette thématique générale, en fonction de ce que vous avez pu voir, de ce que vous connaissez de ce qui se passe à l'étranger, des évolutions que l'on perçoit, j'imagine, déjà dans un certain nombre de villes-mondes, qu'en dire, comment poser cette problématique entre collectif ou individuel et surtout douce et hyper connectée? Quelle mobilité et quel mode de transport pour demain? Peut-être rappeler qu'avant d'être demain, la route est un objet extrêmement ancien qui existe depuis les toutes premières proto-villes. Je trouve d'ailleurs intéressant de se rappeler que les proto-villes, avant d'être villes, elles sont justement définies, c'est-à-dire la différence entre un gros bourg, en gros, il y a 10 000 ans en arrière, quand on a commencé vraiment, entre 10 000 et moins 10 000, moins 7 000 ans, les toutes premières proto-villes étaient plutôt même des petits bourgs à notre échelle. Et ce qui définit finalement une ville par rapport à un bourg, c'est le fait qu'elle soit connectée à d'autres villes, donc par définition connectée. Et déjà à l'époque, les paléoanthropologues qui étudient la question utilisent le mot connecté, bien qu'on était bien avant la connexion digitale qu'on connaît, mais quand même la connexion, c'est le point principal de cette question. Et je rappelle que cette question de la connexion, elle a à voir finalement avec la coprésence qu'on essaie toujours, en étant connecté, c'est d'être coprésent à l'autre, coprésent aux êtres qui nous intéressent, qu'ils soient nos êtres chers ou qu'ils soient des êtres avec qui nous voulons faire du commerce, évidemment. À l'époque, c'était déjà bien ça. Les premiers grands empires, c'était essentiellement ou commercial ou guerrier, mais c'était toujours dans cet esprit. Et cet esprit a donc favorisé l'émergence de cet objet route. Bien entendu, depuis, on a aussi eu d'autres manières de se connecter, et on a le rail. Je viens de Suisse, donc évidemment, je suis bien placé pour le savoir, et je suis beaucoup plus sûr du rail que sur de la route, bien qu'on dit sur la route, mais enfin, sur la route, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut être à pied, on dit je suis en route, pourtant vous n'êtes pas au volant d'une voiture, mais vous êtes quand même en route. Et puis même, aujourd'hui, je pense d'ailleurs dans le futur encore plus, la question de l'occupation des airs va devenir une question majeure. Elle est déjà avec l'aviation, mais je pense surtout là aux drones, notamment pour tout ce qui est logistique urbaine, etc. Donc on voit qu'on a une occupation tridimensionnelle de l'espace sur des supports qui sont très différents. Ça peut être fluide, les bateaux, le rail, la route. Et ce qui va m'intéresser particulièrement avec la route, c'est le fait qu'en effet, aujourd'hui, l'image qu'on a de la route, vous l'avez dit, c'est l'objet du XXe siècle, c'est l'asphalte, c'est la voiture. Donc on a peut-être un peu surassocié. Et je rappelle que les vrais gains de vitesse n'étaient pas avec la voiture, mais c'était avec
le développement, l'essor, quand on est vraiment passé au 17e à cheval, hein, là, on a vraiment eu des vrais gains de vitesse par rapport au fait d'aller à pied. Hein, et c'était intéressant de voir que c'était justement par le développement de routes très bien connectée, très bien tenue, bien qu'elle n'était pas asphaltée, qu'on a pu vraiment avoir ces gains de vitesse. Mais la vitesse aujourd'hui, vous le savez, elle est de toute façon instantanée avec la télécommunication. Et donc, pour revenir à ce triangle coprésence, donc vous avez la coprésence, la mobilité comme façon de créer de la coprésence et la télécommunication comme façon de créer de la coprésence. Évidemment, rien ne bat la fibre et la 5G pour être au plus près des personnes qui vous sont chères, qui sont à l'autre bout de la Terre. Donc là, je crois qu'il n'y a pas photo. La route n'est plus concurrentielle de ce point de vue-là. Elle a beau aller aussi vite qu'elle veut, elle ne sera jamais aussi vite que la vitesse instantanée supersonique de nos smartphones. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le smartphone est devenu l'outil de mobilité par excellence aujourd'hui pour la mobilité constellaire dont je parle très souvent, parce que finalement, le problème n'est pas tant la mobilité des individus, mais c'est comment agencer, comment synchroniser nos temps complètement désynchronisés, nos agendas complètement désynchronisés, le fait que c'est jamais vous seul qui bougez, vous bougez, mais votre femme bouge, vos enfants bougent, vous allez voir votre médecin, votre dentiste aussi bouge, il recale vos rendez-vous, vous-même vous recalez vos rendez-vous, vous étiez pourtant parti pour aller tranquillement sortir de votre réunion, et voilà votre femme qui vous appelle pour vous dire non, maintenant c'est toi qui vas chercher le gamin parce que moi je peux pas, je dois finir la revue pour lui demain, j'ai un article pour demain. Donc, vous voyez, ce genre de choses, c'est des choses qui recalent complètement notre mobilité. Notre mobilité, en fait, elle est dans nos smartphones. Et donc, ça, c'est un point clé sur lequel je pense qu'on va sans doute rebondir. Mais je pense que, évidemment, du coup, les stratégies de chasse-cueillette sont beaucoup plus présentes aujourd'hui, des stratégies beaucoup plus opportunistes, beaucoup plus en temps réel, beaucoup plus aussi multimodales. Et alors, je trouve que la ville multimodale, j'utilise évidemment beaucoup ce terme à défaut d'un autre, mais je pense que ce terme n'est pas très juste parce qu'il surmet l'accent sur les modes de transport. Or, je pense que là n'est pas tellement la question. La question, c'est plutôt, voulez-vous aller vite ou plutôt lentement? Voulez-vous profiter de la texture du trajet pour faire des arrêts, des stop-over, pour profiter finalement de la texture de ce que la ville a à vous offrir? Voulez-vous être seul ou accompagné? La question du togethering va devenir une question essentielle. Être ensemble pendant nos déplacements. On voit déjà aujourd'hui que la pression sur l'être ensemble pendant qu'on va se mouvoir va devenir plus importante et je dirais que les villes aujourd'hui, c'est d'ailleurs intéressant de constater cette corrélation, les villes américaines notamment sur lesquelles les études sont plus avancées sur cette question, corrèlent très fortement le PIB et la marchabilité, par exemple, pour une raison qui a à voir avec le fait que dans les villes marchables, vous pouvez justement être mieux en connexion. Vous pouvez beaucoup plus, c'est ce que j'appelle la théorie du blabla, vous pouvez beaucoup plus parler avec les gens chemin faisant et de ce fait, plus d'idées fusent, plus de brevets, si j'ose dire, et ça, on a pu le tester, par exemple, avec la Silicon Valley, avec au fur et à mesure que la Silicon Valley s'est urbanisée, est devenue beaucoup plus ville, si je peux dire, et est passée, je dirais, de la route à la rue, eh ben, on voit automatiquement la sérendipité se mettre en place, les rencontres par hasard, le fait que les gens se parlent et qui créent dans cet écosystème des dynamiques de proximité qui vont faire que cette coprésence fuse et du coup on commence à avoir une approche finalement qui va nous rendre proches les uns des autres. Et donc par rapport au temps aussi, je voudrais revenir sur ce point parce qu'il me semble assez clé. Rappelez-vous que la semaine a un nombre fini d'heures, hein, nous n'avons que 168 heures par semaine, donc 24 heures dans une journée, desquelles finalement seulement environ 2 heures sont dédiées à nos déplacements. C'est étonnant d'ailleurs de constater à quel point nous sommes surstressés par ces 2 heures sur les 24, hein, à croire vraiment qu'on ne supporte pas d'être mobile. Et pourtant, je pense que c'est aussi là qu'il faut vraiment qu'on améliore la qualité de vie. On parle beaucoup de qualité de vie métropolitaine, aussi à la campagne, à la montagne. Je suis bien placé pour le savoir, puisque nous, en Suisse, on est toujours un peu proche d'une montagne, proche de la campagne et proche de la ville. On est un pays urbain, sans le dire, mais parce qu'on est quand même à 84% d'emplois en urbain et 75% de gens qui habitent en urbain, donc on est clairement un pays d'urbain.
Simplement, ce mythe d'Heidi est quand même fortement là, mais c'est pas qu'un mythe, parce que de fait, vous avez effectivement le pré à vache, la montagne, tout ça est toujours dans un mouchoir de poche à 20 minutes. Et je pense que c'est assez intéressant que ces dynamiques de proximité avec votre hinterland puissent se faire. Et c'est peut-être ce qu'on a un peu perdu avec des développements métropolitains très forts, dans lesquels, du coup, on a des routes et on a des routes et on a des routes et on n'a que ça. Et je pense qu'on a un vrai problème d'ailleurs avec les réseaux que nous avons. Nous avons maintenant, du coup, j'avance sur les 3 challenges qui me semblent importants pour ce siècle. Le premier challenge, c'est évidemment les friches routières. De la même manière que nous avons eu à gérer des friches portuaires avec l'évolution des mobilités liées à la grande logistique portuaire. Et nous avons eu à gérer des friches ferroviaires. On fait que ça, comme vous le savez, je viens encore de m'installer à l'hôtel Loco dans la gare de l'Est, c'est le cas de dire. Il commence à squatter, si je peux dire, carrément une des voies, quoi. Donc on est typiquement dans ce genre d'opération où, comme on peut voir sur la gare d'Austerlitz, comment ça a pu évoluer avec les immeubles qui colonisent finalement ces anciennes friches. Donc on est bien dans cette logique, et donc la prochaine grande logique va être la reconquête de l'objet route. Je ne dis pas qu'il va disparaître, bien entendu, il y a toujours eu des routes, il y en aura toujours. La question, c'est plutôt de savoir quelle sera leur nature. Et un des paris que nous faisons, en tout cas, c'est celui qui a beaucoup apparu dans le travail sur les routes de Grand Paris que j'ai eu l'occasion de mener, puisque j'étais dans un des 3 consortiums retenus pour ce travail-là. Nous avons pu beaucoup explorer l'idée d'une route beaucoup plus végétalisée, une route beaucoup plus habitée, une route beaucoup plus vivante au sens de la biodiversité des usages, de la biodiversité des publics, de la biodiversité des temporalités dans lesquels nous allons utiliser ces routes. La route, si vous voulez, est quand même un des objets les moins utilisés. J'entends par là, elles sont évidemment surutilisées, vous me regardez tous, vous me dites, à l'heure de pointe c'est plein. Y a-t-il beaucoup d'équipements que nous n'utilisons qu'une heure par jour? C'est quand même un poil ridicule, c'est un peu comme une robe de mariée, quoi. On met ça une fois, puis après on range à tout jamais. C'est un peu le paradoxe ça fait partie de ces objets que nous avons, bien sûr, nous avons besoin de l'avoir, mais en termes d'intensité d'heures passées sur une route, au total de votre vie, c'est quand même assez peu d'heures. Et donc la question est de savoir si, pendant que vous n'êtes pas là, qui d'autre peut utiliser cette route et qu'est-ce qu'on peut d'autre faire sur ces routes pendant que vous êtes, vous, au bureau, ou vous êtes, vous, à la maison, donc vous n'êtes pas sur la route, quoi. Ça, ce serait une première question pour moi. La deuxième question... Vous avez, parce que pour être clair, justement, quel type d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut imaginer On peut imaginer que, par exemple, c'est d'ailleurs ce que fait Bogota, alors on rentre tout de suite dans des exemples de choses qu'on fait. Vous savez bien que les dimanches, les jours fériés, les routes sont vraiment sous-utilisées parce qu'elles sont conçues pour des capacités de charge qui sont plutôt de l'ordre du lundi matin, quoi, et pas de l'ordre du dimanche après-midi. Et donc, typiquement, ce qu'ils font à Bogota, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils ferment toutes les grandes routes, toutes les rocades, toutes les autoroutes, tous les machins qui servent à connecter, ils les ferment entièrement. C'est quand même une ville de 8 millions d'habitants, juste pour situer. C'est pas une petite ville tranquille, slow city. C'est une ville où le reste du temps, j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai eu l'occasion de participer à une de ces sessions. Donc tous les dimanches, tous les jours fériés, ils les ferment. Et qu'est-ce que ça devient? Ça devient un espace où les 8 millions d'habitants sortent à pied, à vélo, en trottinette avec leurs gosses, font des barbecues, cuisinent, discutent, font des plages urbaines, font du sport, courent. Et c'est impressionnant de voir, c'est fantastique de voir ça, cette vitalité que ça crée tous les dimanches, mais tous les dimanches. Et c'est pas une fois, c'est pas la journée sans voiture, c'est pas une fois, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir du coup ce que ça peut faire comme appropriation de la route le reste du temps, dans le sens que les gens du coup connectent beaucoup mieux leur ville, la carte mentale de leur ville leur paraît beaucoup plus claire, les endroits leur paraissent beaucoup plus proches les uns des autres, parce qu'ils ont eu l'occasion une fois de le pratiquer à pied, parce qu'ils ont eu l'occasion une fois de le pratiquer à vélo, parce qu'ils ont eu l'occasion une fois de le pratiquer avec leurs enfants. Il y a là une manière d'apprivoiser la route dans votre vécu quotidien qui est très différente de celle qu'on pourrait avoir par ailleurs. Un autre exemple, un autre modèle, je trouve c'est assez intéressant, c'est le modèle des Supermanzana. Là, on rentre plutôt dans le modèle barcelonais, au Vitoria-Gasteiz, modèle espagnol, si on peut dire, qui a été beaucoup développé dans une logique de dire pas toutes les routes ont besoin d'être circulées. Nous pouvons très bien dire qu'une rue sur 4
sera dédié à la circulation, 3 rues sur 4 ne le sont pas. Dans l'absolu, du coup, ça a élargi les maillages, donc c'est pour ça qu'on appelle ça Super Manzana. Manzana étant la pièce urbaine, le quartier, donc Super Manzana, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des blocs comme nous avons aujourd'hui, où vous êtes toujours tout le temps découpés par des routes très faites vraiment pour la fonction circulatoire, leur idée à eux est de dire, nous allons utiliser donc ces 3 rues sur 4 dégagent des carrés de 16 hectares, plus ou moins carrés, hein, évidemment, c'est pas toujours carré. Vitoria-Gasteiz est une ville médiévale, du coup elle est loin d'être carrée, juste pour dire que on n'est pas obligé d'être Barcelone carré pour que ça fonctionne, mais l'idée c'est que ça dégage donc à chaque fois 16 hectares. 16 hectares c'est pas rien. 16 hectares de rues extrêmement apaisées dans lesquelles du coup c'est la fonction civique qui prend le pas, et là du coup vous avez de la place pour vos petits vieux, vous avez de la place pour vos gosses, vous avez de la place pour les sorties d'école, vous avez de la place pour tout ce qui se passe, et l'automobiliste, est-ce qu'ils sont pleins? Ils le voient même pas, parce que ça rajoute 35 secondes à son parcours. Parce que c'est 400 mètres. Donc ça ne change rien. Quand vous êtes en voiture, ça ne change strictement rien. Vous avancez de 3 rues et vous êtes garé à moins de 5 minutes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment, du coup, gérer les mètres carrés. Je pense qu'on a une vraie réflexion à mener là-dessus. La 3e réflexion, qui est alors beaucoup plus proche des réflexions françaises, et je pense que tout politicien aujourd'hui se met la tête dans le sable, mais un jour ou l'autre, ça va lui revenir dessus, c'est que nous avons quand même un problème d'entretien des routes, ça c'est clair. Aujourd'hui, clairement, on a aujourd'hui dans les PPI et dans les plans pluriannuels d'investissement, des routes qui sont données avec des durées de vie de 90 ans. Je m'excuse pour mon suisse, vous traduirez 90 ans, alors que tout le monde sait qu'une route, ça dure même pas 40 ans. Enfin, je veux dire 45, allez, 50, si vraiment vous voulez la tirer, quoi. Mais je veux dire, une route vit moins longtemps que vous, quoi. Il faut la refaire constamment. Et puis, je pense que ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, dans la manière dont on envisage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette route aura plein de trous. Et on a un vrai problème aussi du fait qu'une ville... Je prends au hasard Grenoble parce que c'est des chiffres que j'ai en tête. On est à 2200 km de réseau. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de 2200 km de réseau asphalté et surdimensionné? C'est la vraie question qu'on pourra se poser. Bien sûr, il y a des moments où les connexions sont super importantes. Et je dirais même, nous, on s'est posé la question sur la question du futur des routes du Grand Paris, s'il fallait les supprimer, s'il fallait carrément les supprimer, mettre des immeubles à la place, faire autre chose, faire des parcs, faire des autres trucs. Et ce qui nous a semblé intéressant avec les routes telles qu'elles existent, c'est qu'elles créent un maillage, elles créent des connexions, et que parfois ces connexions ont beaucoup de sens, et que même si on va faire du road diet et qu'on va un peu les réduire, ça a du sens de garder la connectivité et donc de garder l'espace ouvert, de garder l'espace libre pour circuler. Mais évidemment, il n'y a pas que circuler dans la vie, quoi. La question, c'est comment on va enrichir cette texture du trajet, comment on va faire pour que les gens puissent vraiment profiter de ces 2 heures de mobilité qu'ils ont par jour pour en faire des temps pleins, des temps qui vont enrichir leur vie, enrichir le temps qu'ils passent avec leurs proches, et enrichir le temps qu'ils passent aussi en lien avec les choses qu'ils ont à faire, leur travail, leurs projets. Ça, c'est toutes les questions qui me semblent vraiment assez intéressantes à évoquer. Et au-delà de la question du partage, qui me semble devoir, qui évidemment a beaucoup à voir avec l'espace global que vous donnez à ces différentes mobilités, il me semble que le plus intéressant là-dedans va être vraiment de cultiver cette biodiversité des régimes de vitesse et des volumes qu'on voudra à chaque fois contenir sur la route. Hein. Et c'est intéressant aussi que certains lieux puissent évoluer vers autre chose, des lieux qui du coup deviennent plus urbains, et d'autres lieux restent avec cette vocation vraiment d'aller vite et loin. Ça, je pense qu'il y aura quand même toujours besoin à un certain moment. Et la question va être comment on va pouvoir finalement harmoniser ces besoins de dynamique de proximité avec ces besoins de grande connectivité un peu plus lointaine. Sachant quand même qu'on exagère un peu toujours ces besoins de grande connectivité, parce que dans l'absolu, une grande partie des mouvements sont quand même des mouvements plutôt restreints. J'entends que la plupart des jobs que les gens ont sont des jobs qui sont contenus dans des kilomètres qui restent relativement contenus.
Une grande partie des jobs sont à moins de 10 km. Après, il y a une partie des jobs qui sont à 30 km. De toute façon, la route en soi cesse d'être efficace au-delà de 35 km. Déjà, au-delà de 35 km, vous devriez vous poser la question si ce n'est pas mieux un RER ou autre chose. Et même, par exemple, on voit très bien que la plupart des RER et des tramways sont des lignes qui font moins de 20 km. Donc, on voit très bien que par rapport on surestime, je dirais, l'objet route dans son usage un peu de vacances, les 500 km qu'on fait pour aller en vacances, alors qu'en fait, le train est déjà beaucoup plus efficace quand vous êtes à 100 km, l'avion à 800 km. Ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de se poser la question, notamment avec les mobilités électriques et les mobilités connectées, de comment le rayonnement finalement de nos déplacements va bouger. Et on voit déjà aujourd'hui une forte fracture de ce point de vue-là chez les millennials. J'ai eu l'occasion de commenter le dernier baromètre IFOP qui est sorti l'année dernière sur la mobilité chez les franciliens, où on voyait très bien cette fracture, les millennials avec une demande très très forte d'avoir des déplacements de moins de 20 minutes. Donc on voit bien qu'on retombe dans des budgets de temps dans lesquels les dynamiques de proximité reprennent du poil de la bête, et d'ailleurs dans des lieux de ce type, coworking, des lieux un peu plus centraux qui justement permettent de raccourcir ces temps de la mobilité pure pour, je dirais, remettre un peu de la vie dans votre mobilité. Merci beaucoup. On va vous retrouver bien évidemment tout à l'heure. On va maintenant passer à la table ronde où on va voir un peu plus, de façon un peu plus précise, type de mobilité par type de mobilité, les questions qui se posent, les enjeux. Et ensuite, on reviendra vers vous et vous nous direz un peu ce que vous avez retenu de ce qui a été dit. Bonjour tous les participants, tous les intervenants. Je vous présente donc à mes côtés Marion Valère, bonjour. Vous êtes directrice adjointe du cabinet de Jean-Louis Missica, qui est adjoint à la mairie de Paris pour l'urbanisme, l'architecture et le Grand Paris. À ses côtés, Arthur Louis Jacquier, qui est directeur général de Lime France, qui, je crois, vous êtes dans cet immeuble, dans ce coworking. Voilà, vos bureaux sont ici. Et donc, bien évidemment, Lime France, vous savez tous ce que c'est. Ce sont les fameuses trottinettes que l'on ne connaissait quasiment pas il y a 2 ans et que maintenant tout le monde connaît. À ses côtés, Bérangère Abba, bonjour, député La République En Marche de Haute-Marne. Et surtout, du moins en ce qui nous concerne, rapporteur avec un E, rapporteur du projet de loi sur les mobilités qui à l'Assemblée nationale, qui est juste en train d'être voté. Là, on y est presque à quelques jours près. C'est une longue affaire parce que ça a commencé au printemps, si je me trompe pas. Voilà. Mais donc on y arrive. Et donc bien évidemment loi mobilité qui avec beaucoup de thématiques même la plupart des thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. À ses côtés, Monsieur Jean-Laurent Franchineau, qui est directeur des programmes écomobilité de l'Institut VDECOM. Et puis, enfin, la bicyclette, parce qu'on a fait la trottinette, la voiture de demain. Et donc, il est resté la bicyclette, toujours là, et même avec un bel avenir. Agnès Lagic, qui est vice-présidente de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB. Je vais peut-être commencer avec vous, Bérangère Abba, puisque c'est justement, je viens de le dire, l'actualité. Donc, le projet de loi sur les mobilités, avec donc déjà une question, quelle est justement la vision politique de la mobilité que contient cette fameuse loi? Alors c'était un changement de paradigme, je crois, que cette LOM. Il s'est agi de déplacer le regard de ce qu'on avait pu connaître de la LOTI, donc cette dernière loi qu'on avait pu connaître sur les transports qui datait des années 80, donc on était encore très loin de toutes les évolutions qu'on a pu connaître ces dernières décennies. On était sur une vision par grandes infrastructures, donc des axes très structurants, peu de considération encore pour les nouvelles mobilités, les mobilités douces. On était sur des engagements très volontaristes qui ont créé beaucoup de déceptions et beaucoup de renoncements parce que bien souvent pas financés. C'était quoi? C'était les autoroutes, c'était le TGV? Exactement, qui était certainement structurants et nécessaires à un certain moment, mais qui ont certainement éteint un peu beaucoup d'autres projets de réseaux secondaires. Et voilà, donc nous sommes en 2018, effectivement, arrive ce projet de loi d'orientation des mobilités. Il s'agit d'ailleurs
plus de transport, mais de mobilité, ce qui était déjà quelque chose d'important. Avec bien beaucoup d'espoir, évidemment, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'euphorie quand on se projetait sur ces questions de nouvelle mobilité, de routes connectées, de routes 5G, de véhicules connectés, de mobilité douce. Et si je vous demandais justement quelle est la philosophie, si je puis dire, l'idée directrice de cette loi, et notamment avec cette idée, cette double réalité à la fois de l'hyperconnecté et de la mobilité douce. Pour nous, ça a été vraiment de revenir au quotidien. En fait, simplement au quotidien des Français, au réseau secondaire, au réseau capillaire. Ça veut dire qu'on est passé des autoroutes et des TGV exactement, les grandes infras à tout ce qui est beaucoup plus proche du quotidien des Français. D'ailleurs, ça faisait écho. Je vous cache pas que cette belle euphorie qu'on avait sur ce texte de loi, on a traversé à ce moment-là des moments intéressants. Je ne vous rappelle pas le mouvement social qu'on a pu connaître fin 2018, qui est quand même parti de la route et de ce que viscéralement ça peut encore produire, la taxe carbone, les taxes sur les énergies fossiles, sur le carburant. Ça a ramené tout de suite et brutalement au quotidien de beaucoup de Français qui, aujourd'hui encore, n'ont que le véhicule pour se déplacer. C'est le premier poste budgétaire pour beaucoup de foyers. On a encore un Français sur 4 qui a refusé dans sa vie un travail pour un problème de mobilité. On en a 7 sur 10 qui, au quotidien, prennent leur véhicule personnel pour aller bosser. Donc, je serai peut-être la caution rurale de ce plateau, parce que je vois que les questions urbaines seront très bien représentées aussi. Moi, en tant que rapporteur, je suis arrivée là-dessus en découvrant un réseau d'infrastructures qui avait gravement souffert d'un sous-investissement. Donc, un chantier assez pharaonique. Et puis, ces Français qui sont encore bien loin de ces questions de véhicules connectés, de véhicules autonomes, même si le véhicule autonome, par exemple, c'est une des premières réponses qu'on peut imaginer en milieu rural sur une population qui est vieillissante, une perte d'autonomie. Il y a évidemment beaucoup de réponses, mais je peux vous assurer que quand vous arrivez sur ces questions-là face à un président de département ou à son chef de cabinet pour lui demander où on en est de la route connectée, de la route 5G, ils sont pas encore tout à fait prêts psychologiquement. Donc, il faut aussi se rendre à certaines évidences, même s'il faut se projeter et regarder loin. On a aussi une situation à un instant T qui va nécessiter déjà beaucoup de réinvestissement. Voilà. Et alors justement, si on traduit tout ça en infrastructure, en investissement, vous avez parlé de la loi précédente où là, c'était clairement des investissements pour construire des autoroutes, des lignes de TGV. On se battait, les villes je vais pas dire de province, parce qu'il faut surtout pas dire ça, de grandes régions se battaient pour avoir leur TGV. Aujourd'hui, on s'oriente vers quoi ? C'est quoi, si vous deviez définir quels investissements on devra faire dans les 20 prochaines années en matière d'infrastructure ? En un chiffre, on est sur plus 40% d'investissement sur ce quinquennat par rapport au quinquennat précédent, et essentiellement redirigé, comme on l'a dit, sur les infras du quotidien. Donc le réseau routier, ferroviaire, fluvial, même si c'est dans une moindre mesure évidemment en termes de volume d'investissement, et c'est à regret, mais bon, on a une réalité aussi budgétaire que personne ne peut ignorer. Tout ça s'est basé sur les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. J'ai une pensée émue pour ces décennies de réflexion de Philippe Duron et de ses comparses sur ces questions, parce qu'il s'agit de prioriser. On ne peut pas tout faire, tout ce qu'on souhaiterait, donc de prioriser les besoins, les urgences, tout en ayant à l'esprit ces questions à la fois de sécurité, en termes de besoins de régénération et autres, ces questions environnementales qui n'étaient pas, l'impact environnemental des différents modes de transport, la nécessité au niveau géostratégique et même simplement de budget des ménages de sortir des énergies fossiles, et donc cette conversion du parc auto qui va aussi avec l'infrastructure et avec ses équipements sur les réseaux d'avitaillement. Avoir tout ça en tête en restant raisonnable et rationnel pour pouvoir financer et surtout pas ne retomber dans ce catalogue de promesses qui serait pas tenu.
Merci Bérangère Abba. Vous avez bien évidemment, vous allez réintervenir quand vous le souhaitez, notamment sans doute peut-être après avoir entendu les autres intervenants. Jean-Laurent Franchineau, j'ai envie de bien évidemment de vous interroger sur la nouvelle technologie, la voiture connectée, etc. Mais quand on a discuté ensemble par téléphone, vous m'avez parlé d'une série de concepts que vous avez évoqués. Vous avez parlé d'abord de route de la cohabitation. Ça veut dire quoi ? Oui, je parlais de route coopérative. Coopérative, c'est ça. Donc la route est, comme on l'a dit précédemment, un espace partagé qui contribue à la richesse et aux échanges de notre pays et qui nécessite aussi d'être sécurisé, puisque les mouvements au quotidien sont très importants. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, à l'électronique, on peut être de plus en plus assisté dans son quotidien. On voit des choses beaucoup plus automatisées et on peut bénéficier de ce fait d'aide à la conduite. Donc aujourd'hui, le véhicule autonome s'inscrit dans cette perspective d'aide à la conduite pour sécuriser les routes et pour en même temps aussi optimiser leur utilisation. Et là, on parle éventuellement de périphériques, d'axes structurants. Les aides à la conduite pourraient réduire l'interdistance que l'on connaît aujourd'hui, qui est basée sur les temps de réaction de l'homme. Donc, cette technologie, si elle se déploie, et en coopération avec une route qui va aider à gérer ces flux, eh bien on arrive vers la notion de route coopérative et donc on n'est plus dans un système où il y avait la route, la voiture qui connaissait la route par les pneus et un conducteur qui sera une route intelligente qui va permettre et qui échangera des informations le véhicule et qui permettra à tout moment d'optimiser, de le prévenir des dangers et de ce fait de sécuriser et d'optimiser sa capacité et son débit au quotidien. Vous m'avez également parlé de route énergétique. Oui. Alors, on a testé, alors ça c'est, si vous voulez, ce qu'on appelle la recharge dynamique. Donc on connaît sur les véhicules électriques la recharge statique, donc aller brancher sa voiture à une borne, mais on peut penser au travers des technologies qu'on appelle d'induction, une recharge dynamique de la route, c'est-à-dire vous passez à 60 km/h. On a fait rouler il y a pas moins d'un an une Kangoo qui captait donc l'énergie qui était transmise par la route. Et en deçà de 60 km/h, elle pouvait être rechargée. Au-delà de 60 km/h, elle voyait son autonomie prolongée. Et lorsqu'on sait qu'un véhicule électrique permet d'améliorer localement donc, les émissions, c'est quelque chose d'important pour son déploiement et son utilisation. Et on pourrait très bien l'envisager sur des axes structurants, tels que des périphériques qui voient passer des milliers de voitures par heure, au quotidien, et ça serait des lieux intéressants pour la recharge des véhicules. La route se numérise, m'avez-vous dit, et ça a une importance en termes notamment de sécurité. Oui, si vous voulez, aujourd'hui on le voit déjà sur nos smartphones, il a été dit, comme on dit, et souvent vous permettrez, j'emploie le proverbe de couteau suisse pour le smartphone, et donc de même, on utilise tous dans notre quotidien, et j'en ai fait encore la preuve là pour venir ici, les applications Google. Tous ces services sont possibles grâce à la numérisation. Micro, oui. Grâce à la numérisation. C'est bon ? Ouais. Grâce à la numérisation des infrastructures. Et de même, lorsqu'on va arriver sur le véhicule autonome, on ira numériser les infrastructures jusqu'à la voie, puisque le véhicule ira se diriger. On le dirigera à la voie. On ira tourner à droite. Oui, on ira chercher la précision submétrique pour le diriger. Alors, puisque vous parlez de la voiture autonome, tout ce que vous nous dites là, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, ça fait interpelle, ça fait rêver, etc. J'ai quand même une question à vous poser, c'est que la voiture autonome,
Il y a 2-3 ans, on nous disait ça va aller très vite. Dès début des années 2020, ça existera, etc. Il faut s'y préparer très vite. Il faut que les routes s'adaptent, etc. Et j'ai l'impression que maintenant, on est en train un peu de repousser. Il y a eu des expériences peut-être qui n'étaient peut-être pas aussi heureuses que ce qu'on imaginait. Et on a l'impression, à quelle échéance vous la voyez, cette fameuse voiture autonome ? Où on aura juste à s'asseoir à l'intérieur. Je vais juste me permettre de vous dire, mais de quel niveau d'autonomie parle-t-on ? C'est vrai, justement, dites-le-nous. Si on regarde, alors je ne veux pas citer quelques véhicules, mais il existe déjà des véhicules autonomes qui roulent. Oui, mais c'est sur des petits trajets, non, vous avez, pour ne pas le citer, des véhicules type Tesla qui sont en niveau 2 d'automatisation et qui vous permettent de naviguer de manière avec une certaine assistance à la conduite, et on ne devrait plus parler d'autonomie, mais d'assistance à la conduite, c'est-à-dire vous êtes maintenu dans la voie et il s'asservit sur le véhicule qui précède et régule sa vitesse. Donc, si on parle d'assistance à la conduite, on a déjà aujourd'hui de ce qu'on peut appeler de manière un peu peut-être généraliste, voiture autonome. Maintenant, c'est la simple assistance. Quand on parlait de voiture autonome, c'était l'idée que demain je vais à Loudun dans la Vienne, en partant de chez moi dans le 6e arrondissement, et la voiture m'emmène jusqu'à ma maison à Loudun. Est-ce que ça c'est envisageable ? Est-ce que c'est pour l'instant quelque chose ? Est-ce que c'est possible ? Et quand ? Alors là, vous allez peut-être parler de véhicules autonomes de niveau 4. Alors, je vais juste faire un petit rappel. Niveau 0, on conduit son véhicule. Niveau 1, on est assisté dans une des dimensions, soit en latéral, soit en longitudinal, c'est-à-dire on s'asservit sur le véhicule qui précède. C'est ce qu'on a avec le Line Keeping Assist ou le CACC. Et puis, dans le niveau 2, on est assisté dans les deux dimensions. Niveau 3, on vous autorise à avoir des temps pour faire ce qu'on appelle des tâches annexes, autre chose, éventuellement jeter un regard sur votre smartphone, mais on vous demande tout de même de rester attentif. Et dans du niveau 4... Vous êtes quand même toujours au volant, simplement vous pouvez appuyer sur une touche et donc pendant un moment regarder vos messages. Dans le niveau 4, vous rentrez là dans un véhicule qui vous conduit automatiquement et qui, si vous n'arrivez pas à un moment donné à reprendre la main, de savoir vous mettre en sécurité, c'est-à-dire freiner le véhicule, éventuellement aller chercher la bande d'arrêt d'urgence pour le mettre, si vous êtes sur autoroute, pour le mettre tranquillement à l'arrêt. Voilà. Et après le niveau 5, on parle de véhicules totalement automatisés qui n'a plus besoin de chauffeur et qui, vous l'appelez, il vient vous chercher, vous êtes absent, vous pouvez dormir ou quoi que ce soit, et il vous amènera jusqu'à votre destination. Ça, c'est pendant le futur. Et justement, là, on peut fixer une date approximative. C'est quoi le niveau 2 dont je vous parle est déjà présent aujourd'hui. D'accord. Et on va voir les véhicules se multiplier et être commercialisés. Le niveau 3 va arriver bientôt. Voilà. Ah ouais, bientôt, oui, ça c'est... Bientôt, c'est le sketch de Fernand Reynaud, ça, le fil du canon. C'est quelques années. Voilà. Quelques années. Quelques années. 5 à 10 ans. Parce que le niveau 3 nécessite de la connectivité, ce que l'on disait. D'accord. Et le niveau 5 ? Alors le niveau 5, c'est pas pour tout de suite. D'accord. On va laisser quelques années et surtout on va laisser l'intelligence artificielle aller de l'avant et qui contribuera à négocier tout de même des tâches critiques de conduite dans des circonstances et des cas d'usage critiques. Voilà. Bon, merci. Mais tout ça se fait, et j'insiste bien, en coopération. La grande révolution qu'il y a eu, c'est qu'on n'est plus sur un objet seul, on est bien sur un couple objet, infrastructure, usage. Et on parle là de système de transport. Et c'est la grande révolution qu'on est en train de connaître. On est en train de rentrer dans des systèmes de transport. Alors, on va faire un petit peu d'interactivité. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez me répondre une ou deux, trois questions. Oui ou non, voilà. On pose des questions simples et vous me répondez par oui ou non. La première, c'est
est-ce que vous seriez prêt demain, donc à un horizon assez rapproché, alors le problème c'est que l'horizon il n'est pas tout à fait clair, mais quand même, à utiliser des voitures autonomes, par exemple je parle en ville notamment, c'est-à-dire des taxis sans chauffeur pour vous déplacer donc en ville. Qui pense pouvoir le faire et être prêt à le faire rapidement, à supposer que la technologie évolue rapidement, ou quels sont ceux qui, parmi vous, pensent que non, ils utiliseront d'autres moyens de transport, mais que c'est pas ce genre de truc-là qu'ils utiliseront en priorité. Alors allons-y, qui donc est prêt à utiliser des taxis sans chauffeur demain ? Et merci, alors vous votez pas deux fois, hein. Et qui privilégie d'autres modes de transport, soit des transports plus classiques, soit au contraire des choses totalement différentes, donc pareil demain. On peut avoir les deux, c'est vrai. Merci, on met les deux, tout le monde va. Bon, disons qu'il y a comme une petite majorité pour les voitures, les taxis autonomes. La deuxième chose, alors celle-là elle est plus simple, c'est est-ce que vous pensez que la voiture individuelle, telle qu'elle existe aujourd'hui, donc chacun sa voiture pour se déplacer, est-ce que ça restera le mode de transport le plus adapté aux besoins d'une majorité d'usagers de la route. Alors vous me direz, c'est déjà plus tout à fait le cas, parce que déjà dans Paris, je suis pas sûr que beaucoup de gens... Mais enfin, est-ce que pour demain, est-ce que la voiture, est-ce que vous continuez à croire à l'avenir de la voiture individuelle telle qu'elle existe aujourd'hui ? Qui dit oui ? Alors ouais, en milieu urbain, ouais, c'est vrai. Non, alors on va le mettre en milieu urbain, oui, en milieu urbain. En milieu urbain, il y a quand même encore pas mal de gens, il n'y a qu'à voir c'est les embouteillages qu'il n'y a pas. Pardon ? Certains critères. Donc vous êtes quasiment tous en majorité, plus qu'en majorité, presque à l'unanimité, convaincus que la voiture individuelle n'a plus d'avenir dans la ville. Ouais. Milieu urbain. Ah bah si, à ce moment-là, vous répondez oui. Là, pour l'instant, je parle en ville. En milieu urbain. Milieu urbain, c'est donc c'est le Grand Paris, voilà. Ah non, mais oui, mais la voiture, j'imagine qu'elle évoluera. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que le modèle de la voiture individuelle a un avenir? Mais vous pouvez, vous avez le droit de répondre oui. Alors, il y a déjà au moins un oui, il y a 2 oui, 3 oui, ah, voilà, 4. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Bon. La nuit, il n'y a pas de transport, donc il faut utiliser avec... À 3h du matin. Donc non, c'est intéressant. Oui, donc ça vous dit, c'est pas, disons que c'est pas le mode de transport le plus évident, mais dans certains cas, ça restera le mode de transport. Non, parce qu'on peut très bien imaginer que même si vous voulez à 4h du matin, vous prenez un taxi, je veux dire, vous prenez une voiture, bah oui. Bon, mais donc c'est sans doute qu'on est entre gens de bonne compagnie, parce que bon, quand on voit les ventes, la majorité quand même, semble-t-il, pense qu'il n'y a pas d'avenir pour la voiture individuelle en milieu urbain. Oui, pour ceux qui adorent les voitures de sport. Bon, c'est compliqué, j'ai bien compris. Allez, alors, on vient de voir maintenant, on en vient de parler de routes hyper connectées, etc. On va voir maintenant les mobilités douces, et on va commencer avec vous, Arthur Louis Jacquier, donc directeur général de Lime France. Déjà, pour fixer un peu les idées, aujourd'hui, les trottinettes, et en particulier les vôtres, ça représente quoi? Alors, il faut que je rappelle ce que les gens... C'est quelque chose... C'est vrai qu'il y a 2 ans, hein, je ne dis pas de bêtises, quasiment, il n'y en avait pas dans Paris. On a vu ça apparaître. Alors, la société a été créée il y a 2 ans et demi. Voilà, donc, en effet, en fait, Lime, c'est une société qui a été créée il y a 2 ans et demi, qui est une société de transport qui propose des vélos électriques et même des voitures à partager à Seattle et des trottinettes. Aujourd'hui, au niveau mondial, la trottinette représente la majorité de notre marché, parce que c'est simplement là où il y a le plus de demandes. On s'est lancé il y a 15 mois à Paris, donc le 22 juin 2018, et c'est allé très vite, parce qu'au niveau mondial, on a eu 100 millions d'utilisations en 2 ans, et à Paris, en 15 mois, 14 millions d'utilisations.
Donc avec en moyenne aujourd'hui 65 000 utilisations par jour à Paris seulement. Donc en très peu de temps, Lime est passé d'une start-up avec un projet innovant à une société industrielle, et notamment avec tout ce qui va avec derrière. À Paris, on a un entrepôt qui fait 1100 mètres carrés avec 380 personnes qui travaillent à plein temps pour nous, pour justement gérer cette flotte de plusieurs milliers de véhicules qui transportent plusieurs dizaines de milliers de personnes tous les jours. Ça représente combien de trottinettes pour vous, Lime, à Paris? Plusieurs milliers. Pas de chiffre plus précis? Plusieurs milliers? La seule personne qui connaît ce chiffre exact, c'est la mairie de Paris, par définition. Mais aujourd'hui, c'est un univers qui est tellement concurrentiel, il y a eu jusqu'à 12 Non mais vous, Lime, opérateurs. déjà, Lime c'est combien? C'est la réponse que je suis en train de vous faire. On ne partage pas ce chiffre pour des raisons, sauf avec la mairie de Paris, parce que c'est un environnement qui est tellement concurrentiel que donner ce chiffre pourrait donner un objectif à nos concurrents et on préfère pas le faire. Et quand vous parlez de 65 000 utilisations, c'est ça, par jour? C'est par jour à Paris. Et c'est vous? Que pour Lime. Que pour Lime. Bon. Alors maintenant, en termes justement d'aménagement urbain, d'infrastructure, de questions de stationnement, etc., comment vous voyez les choses? Quelles sont vos demandes? Comment vous imaginez une ville, Paris, fonctionnant bien avec ces trottinettes? Alors, il faut savoir que la trottinette, comme on a pu le voir, c'est allé extrêmement vite. On est passé de 0 à 14 millions en 15 mois. Avec au début un cadre juridique qui n'existait simplement pas. Je pense qu'il y a 2 ans, personne ne pensait qu'une société est assez folle pour mettre des trottinettes dans la rue. Nous, la question qu'on a arrivée, c'est est-ce que les gens vont aimer, tout simplement? Les gens aiment. Et très rapidement, il s'est posé les questions de comment on fait pour que les trottinettes puissent être un transport qui fonctionne qui s'inscrive sur le long terme et en harmonie avec l'ensemble des usagers de la route. La seule manière pour qu'un système de transport puisse fonctionner, c'est qu'il fonctionne avec, bien sûr, pour ses usagers, mais aussi avec, aujourd'hui, ce qui est la majorité des Parisiens ou des gens des grandes villes, les gens qui ne sont pas nos usagers. Sinon, on va avoir un phénomène de rejet et ça ne peut pas fonctionner et c'est tout à fait normal. Une des questions centrales là-dessus, c'est le parking. Quand on s'est lancé, il se pose des questions. Est-ce qu'on a le droit ou pas de circuler sur le trottoir? Il n'y avait pas de cadre juridique. Est-ce qu'on a le droit ou pas de se garer sur le trottoir? Là aussi, c'était une question ouverte. Donc on a beaucoup travaillé avec la mairie de Paris pour pouvoir mettre en place ces règles qui sont absolument nécessaires. Et la LOM va permettre d'aller encore plus loin. Et encore une fois, c'est nécessaire pour être là sur le long terme et simplement normaliser l'effet de la trottinette et éviter les excès qu'on a pu voir avec des personnes qui disaient j'en ai juste, qui prenaient ça un peu pour un jouet et qui l'abandonnaient en plein milieu de la route, alors que ça peut être dangereux pour les personnes à mobilité réduite, les piétons. Moi, je peux tout à fait imaginer qu'un parent qui se balade sur le trottoir avec tenant son enfant de 4 ans par la main et quelqu'un passe à 20 km/h sur une trottinette à côté, ils se disent c'est pas normal. Et c'est tout à fait normal, ce n'est pas normal. Donc on a mis en place plusieurs règles qui était tout d'abord de interdire la circulation des trottinettes sur le trottoir. Vous pouvez avoir une amende, comme si vous le faites en scooter, comme si vous le faites en vélo, en voiture. Voilà, c'est peut-être un autre chose. Si vous vous garez en dehors des parkings autorisés, encore une fois, comme tous les modes de transport. Et donc ces règles ont été mises en place. On a commencé par mettre une grande campagne de communication dans laquelle on est allé très fort parce qu'on a voulu interpeller nos usagers, mais aussi les gens qui n'étaient pas nos usagers, dans laquelle on a mis dans le métro une grande photo de notre trottinette avec marqué « trottinette de merde ». Alors là, les gens se sont dit « mais ils sont un peu fous d'ailleurs ». Et avec un astérix qui rappelait « ne s'applique pas aux trottinettes bien garées ». Et le but est vraiment d'interpeller les usagers de la route pour pouvoir leur expliquer que maintenant il y avait des règles. Donc on sait par contre que la communication ne suffit pas. Donc on a voulu avoir un impact sur le terrain. Donc pour ça qu'aujourd'hui, tous les samedis, Lime offre des cours de trottinette pour faire de la trottinette en milieu urbain gratuitement. Donc si vous voulez le faire, c'est la Lime Academy qui a lieu de 11h à 16h tous les samedis. Et c'est un succès fou. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été formées. Et là aussi, par contre, on sait que ça ne suffit pas. Donc on a voulu en aller encore plus loin en créant une équipe de 50 personnes qui sont donc employées par nous, dont le seul travail est de déplacer les trottinettes mal garées. 50 personnes qui font ça 7 jours sur 7. Et le but est de faire perdre l'habitude aux gens de trouver les trottinettes mal garées, parce que si je vois une trottinette en plein milieu du trottoir, pourquoi est-ce que je la laisserai pas au milieu du trottoir? Mais si à force de voir que je vois une trottinette dans un parking de remotrice entre 2 voitures, je vais prendre cette habitude, et même si je ne prenais pas cette habitude, notre but c'est qu'en quelques heures, un membre de notre équipe vienne faire le ménage derrière.
Alors, vous venez de le rappeler, il y a eu toute une série donc de règles, de réglementations qui ont été prises. Au départ, il n'y avait rien puisque ça n'existait pas, donc il a fallu... Est-ce que vous estimez que maintenant, ça y est, les choses sont bien cadrées, ou est-ce que il y a encore un certain nombre d'évolutions à faire pour que tout cela fonctionne bien? Est-ce que vous avez des revendications sur la place de la trottinette, le rééquilibrage peut-être accordé à la trottinette dans l'espace urbain? Je pense que c'est un sujet qui dépasse la seule trottinette, mais qui est l'une des priorités de la mairie de Paris, parce que je pense de la FUB, et de rééquilibrer l'espace urbain. Aujourd'hui, 50% de l'espace urbain est utilisé par les voitures, qui n'utilisent que 10% des transports. C'est une simple opération mathématique. Le but est d'améliorer ça, avoir plus de place bien sûr pour le vélo, pour les mobilités douces qui ne sont pas forcément actives comme la trottinette. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on est sur une place de stationnement de voiture, on pourrait mettre jusqu'à 15 trottinettes, qui pourraient être utilisées jusqu'à 5 fois par jour, donc 75 utilisations. Une voiture en moyenne est utilisée 1,40 fois à Paris, et donc mathématiquement, ça montre que la trottinette peut être 50 fois plus efficace pour une même superficie utilisée. Et aussi le vélo, les scooters partagés, etc. font partie de cette solution. Et aujourd'hui, je pense que la vraie question, c'est en effet comment on peut créer des espaces de parking plus larges. Parce que, encore une fois, étant donné la mairie de Paris, avec nous, la question qui va se poser, c'est comment notre crainte, c'est qu'une fois qu'il y aura ces espaces ouverts, on risque de se faire prendre d'assaut par les scooters. Et là, vous pouvez facilement bouger une trottinette. Je bouge ma trottinette, je mets mon scooter. Moi, je vais avoir plus de mal à déplacer le scooter pour mettre une trottinette. Donc, c'est des questions qu'on va mettre en place. Mais par définition, le but est de continuer à s'améliorer et ce qu'on fait tous les jours. Ça, c'est bon, merci. Vous avez autre chose à ajouter? Ça y est, on a fait le tour pour l'instant sur la trottinette. De toute façon, on y reviendra, j'imagine, avec les questions. Eh bien, vous l'avez évoqué, il y a les trottinettes, mais il y a également dans les circulations douces les vélos. Excusez-moi, Agnès Lagic, j'y suis. Où on en est sur la circulation donc cycliste dans les grandes villes à Paris? Est-ce que la place du vélo est suffisamment reconnue, si je puis dire? Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire dans une ville comme Paris? Moi, je voulais vous parler justement d'ailleurs que Paris, parce qu'on parle trop souvent vélo et Paris. Et comme Madame Abba, je pense que le vélo, c'est quelque chose, un mode de transport à part entière qui doit être reconnu et qui peut être accessible pour tous les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient périurbains ou ruraux. D'autant plus avec le vélo à assistance électrique qui se développe énormément et qui aujourd'hui permet de faire beaucoup plus de kilomètres facilement. Donc ce mode de déplacement est amené à se développer de façon considérable. Aujourd'hui, 75% des déplacements au quotidien font moins de 8 kilomètres. On est très content que la LOM s'occupe des transports au quotidien, de la mobilité au quotidien. J'ai entendu aussi parler de système de transport. Aujourd'hui, nous, on veut un système vélo. Et j'ai entendu parler tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt de coprésence, d'être ensemble pendant les déplacements, d'être connecté. Quand on fait du vélo, on est connecté, non pas forcément avec un smartphone, on est connecté avec la nature, on est connecté avec les autres. Les gens nous disent, quand ils font cette transition en utilisant le vélo, ils nous disent « c'est devenu le meilleur moment de ma journée, mon transport, pour aller travailler ». Et ça, c'est vraiment magique, quoi. On se dit bonjour. On a une vie dans la rue. Et moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure nous fait vraiment écho, quoi. On retrouve ces rencontres, ces gens qui se parlent. Et c'est quelque chose d'important. Bien sûr, on parle du vélo en ville, mais le vélo, on a de plus en plus au niveau de la FUB de demandes. Oui, mais au niveau des campagnes, nous aussi, on voudrait aller en vélo à la gare à côté. Si on avait des transports, des TER, il nous faut pour cela un certain nombre de choses. 5 Français sur 10 nous ont déclaré qu'ils étaient prêts à prendre le vélo
pour leur déplacement au quotidien. Oui, et ils sont prêts à le prendre le vélo, mais ils ne le prennent pas. Alors pourquoi ? Mais, alors voilà, à condition qu'il y ait pour eux un réseau cyclable sécurisé continu, des stationnements vélos sécurisés chez eux, parce qu'ils n'en ont pas forcément la place. Et c'est souvent les moins favorisés économiquement qui ont le plus de difficultés de trouver un local vélo. Mais aussi dans les rues, on en parlait, dans les gares, hein, dans les bâtiments, qu'ils soient publics ou etc. Il faut favoriser l'intermodalité, parce que bien sûr, quand on habite on va travailler à 30 km, moi je l'ai pris par exemple Bas-sur-Mer, et un petit peu de vélo, on gare son vélo et on prend le TER pour aller ensuite à Saint-Nazaire ou à Nantes pour aller travailler, on revient et on récupère son vélo, ou alors on l'embarque dans le train. Bon, c'est autre chose. Mais en France, la France est le 25e sur 27 en part par modal de vélo en Europe, avec 2,7%. Il y a un besoin. Nous sommes terriblement en retard. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas ce réseau cyclable sécurisé. Donc, c'est clair. Pourtant, le vélo, c'est... Alors, excusez-moi, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est stable. Contrairement à la trottinette. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, il m'est arrivé de revenir avec mon vélo et mes courses, et dans un petit centre commercial, on est 5000 habitants, et on passe le petit bout de trottoir, et je trouve un monsieur avec une trottinette qui était malheureux en train de ramasser les morceaux de ses bouteilles de bière qu'il venait de casser parce qu'il était tombé avec une petite bosse. Alors, bon, voilà. Nous, c'est stable. C'est une innovation qui date d'il y a très longtemps aussi. C'est zéro carbone, mais surtout ce que les gens nous disent, c'est notre liberté. Le vélo, c'est ma liberté. Donc c'est aussi la santé, c'est une mobilité active, et nous on le dit beaucoup pour les ados, hein, notamment. Par contre, il y a la sécurité assurée, et pour ça, effectivement, il nous faut des aménagements cyclables, parfois qui sont séparés des voitures, lorsqu'on est sur des grands axes, et dans ce cas-là, il faut des pistes cyclables qui soient sécurisées ou des rues qui sont réservées. En Allemagne, les Fahrradstraße, c'est génial. J'ai vu ça moi en Constance là au mois de juin. Vous avez des rues Fahrradstraße où vous avez peut-être un peu de voitures possible pour les riverains, mais vous avez des centaines de vélos, et puis la rue d'à côté, ça ne sera que des voitures du coup. Ça peut être aussi des routes agricoles, c'est-à-dire, comme ils appellent ça en Allemagne, c'est-à-dire des petites rues qui sont d'une petite commune à une autre. La petite rue communale, elle a été transformée juste pour les riverains, les agriculteurs et les vélos. Et puis, pour le reste, on passe par les grands axes en voiture. C'est bien sûr, alors aussi pour la santé, hein, et nous on le préconise pour les enfants énormément. D'ailleurs, la FUB préconise l'apprentissage du vélo obligatoire pour tous à l'école. Et puis, quand on fait une piste cyclable, mais qu'on ne prenne pas la place des piétons. C'est-à-dire, on ne partage pas le trottoir. On laisse une voie, on prend sur la route quand il y a besoin. Mais il faut réduire la place de la voiture un peu, ben oui, mais on sait que c'est pas l'avenir, il vaut mieux prendre. Et là, on a des grands axes, parce que on parlait pour les vélos à assistance électrique, on va plus loin, on va plus vite, mais on veut des réseaux express vélo. Là, au niveau de la région Île-de-France, on est en train de travailler sur un RER-V qui s'appelle Réseau Express Vélo Régional. Avec des grands axes pour pouvoir aller vite travailler. Et avec ça, on peut faire 25 km. Moi, je l'ai fait pendant des années. 25 km aller, 25 km retour avec un VAE, c'est super. Et voilà. Alors, et vous avez l'air effectivement en pleine forme, fort reconnaître. Après, les aménagements cyclables, c'est... Bien sûr, on sépare lorsqu'on est sur des grands axes, mais lorsqu'on est sur des petites rues tranquilles, on fait du partage. Mais là, il faut bien sûr que les voitures roulent peu vite et qu'il n'y ait pas trop de trafic. Donc ce n'est possible que dans ce cas-là. Et là, il faut à ce moment-là des aménagements qui permettent vraiment d'avoir cette circulation à 20 en rue partagée ou à 30 avec les doubles sens cyclables. Il faut aussi penser, on parlait du réseau continu, toutes les discontinuités, les carrefours
prévoir de les aménager. Il faut savoir où on va. Moi, les premières personnes me disent mais moi, je voudrais bien aller au RER, mais par où on va? Par où vous passez? C'est donc des jalonnements aussi spécifiques pour les vélos. Les petits panneaux, moi, à Paris, ça se développe, c'est super, mais on a besoin de mettre ça partout en France. Quand on est sur des Eurovélos, moi je fais du vélo en vacances, hein, on voit sur les Eurovélos, on a des jalonnements qui commencent à se mettre en place avec des panneaux, c'est super, mais ailleurs, on ne sait pas. On est perdu. Aux Pays-Bas, par exemple, vous n'avez jamais peur, si vous êtes perdu, de vous retrouver avec un grand axe et puis ne pas pouvoir passer. Vous aurez toujours une solution pour traverser une nationale, traverser une autoroute, passer un pont, un carrefour, un grand rond-point. Vous aurez toujours quelque chose pour le vélo. Chez nous, c'est le blocage. Et une personne ne va pas, s'il y a un point noir, la personne ne prendra pas le vélo. Donc, on peut faire une piste cyclable là, une piste cyclable là. Si vous avez un point noir, elles ne seront pas utilisées, ces pistes cyclables. Après, ça fait donc de l'aménagement routier. Donc là, il y a des vrais aménagements des carrefours. Il faut les séparer. Là, prenez les exemples en Europe du Nord, il y a des choses super. Là, vraiment, on a les bons exemples. Qu'on mette aussi des pistes cyclables qui sont visibles. On est vulnérable. Je dis toujours aux amis cyclistes, aux enfants, vous n'avez jamais la priorité parce que vous êtes beaucoup plus vulnérable, même si vous devez avoir la priorité. Et là, eh bien, qu'on mette déjà des priorités, hein. On les a bien pour les piétons quand on traverse. Pourquoi les vélos n'auraient pas la priorité par rapport aux voitures sur un carrefour? Aux Pays-Bas, en Allemagne, toutes les voitures s'arrêtent pour laisser passer les vélos. Pas nous. Il faut que nous, on a le stop. On doit s'arrêter pour laisser passer les voitures qui tournent, qui viennent d'un garage, d'une voie. Et puis, mettons du bitume coloré, par exemple. Aux Pays-Bas, en Allemagne, on a une pas de la peinture, hein, parce que ça glisse, c'est dangereux quand il pleut. Mais un bitume coloré. Et puis, on voit bien, le vélo verra bien où est-ce qu'il doit aller, sur un carrefour ou sur une voie. Et puis, la voiture, elle voit bien qu'il y a des vélos qui passent là. Peut-être au niveau européen, on pourrait peut-être avoir une harmonisation de tout cela. Et là, du coup, c'est simple. Après, qu'on ait aussi qu'il soit de grâce, qu'on fasse des aménagements roulants, lisses, les bosses, des tours, des contours. Les vélos, ils n'aiment pas ça. Les vélos, ils n'aiment pas s'arrêter, redémarrer. Les voitures, elles peuvent faire ça facilement. Voilà, beaucoup d'autres choses encore à dire sur le vélo. Merci beaucoup. Je suis passionnée, hein, je suis désolée. Oui, mais c'est très bien, c'est très bien. Allez, je me tourne maintenant vers... alors vous avez bien insisté, vous avez raison que le vélo, c'est pas uniquement pour les agglomérations, pour les villes, c'est également là, mais c'est aussi pour les villes. Et nous avons avec nous Marion Valère, donc, qui est directrice adjointe du cabinet de Micica. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce que vous avez entendu? À quoi ressemblera, en fonction de tout ce qui a été dit, de ces différents types de mobilité, et à quoi ressemblera le Paris, disons, dans 10 ans en matière de transport? Déjà, je retiens qu'on va tous à peu près dans le même sens, j'ai l'impression. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 2-3 ans, quand on parlait de ces sujets-là, c'était pas du tout la même ambiance, c'était pas du tout le même consensus. Ouais, je suis pas sûr encore aujourd'hui que les automobilistes soient convaincus des aménagements à Paris. Ouais, mais attendez. Que tout le monde trouve les trottinettes formidables, etc. Non, mais là, je parle juste d'avoir une table ronde qui représente différents acteurs, des acteurs étatiques, locaux, des entreprises, des fédérations, où on a l'impression qu'on a quand même un horizon un peu commun. Je trouve que c'est intéressant. Et aujourd'hui, c'est pas un jour anodin pour Paris, puisqu'aujourd'hui, on a ouvert la piste cyclable continue bidirectionnelle de la rue de Rivoli, donc qui va de Bastille à Concorde. Elle est ouverte entièrement. Je l'ai prise pour venir ici. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui. Et cette piste-là, il faut quand même se rappeler que quand les travaux ont débuté, je sais plus quand c'était, il y a 1 an, quelque chose comme ça, les gens ont hurlé, ils ont dit mais ça ne sert à rien. Je vous le confirme. Ouais, personne ne prend ces pistes cyclables. Personne ne les prend. Il y avait même des gens qui filmaient, qui disaient mais regardez, il n'y a pas de vélo. Pourquoi vous prenez de la place aux voitures pour faire ça? Il y a 3 ans, quand on a ouvert les berges de Seine aux piétons, c'était la même réaction. Les gens disaient mais à quoi ça sert? Vous êtes dingue. Aujourd'hui,
en 2019, je cherche franchement les gens qui nous diraient remettez des voitures sur les berges de Seine, ou surtout... Je peux vous en trouver quelques-uns quand même. Hein. Ok. Ou bien, enlevez cette piste cyclable rue de Rivoli et remettez-y des voitures. Franchement, je vous assure, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, je pense que vous avez beaucoup moins d'amis ou beaucoup de gens que vous croisez en dîner qui vous diraient ça. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de Parisiens qui vous diraient non, moi j'aimerais qu'on remette là tout de suite des voitures sur les berges? Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a encore, mais vous avez raison, il y en a moins. Alors... oui. Et donc, moi j'ai pris cette piste cyclable pour arriver. Je peux vous assurer qu'en cette rentrée, le nombre de cyclistes ou de trottinettistes, je ne sais pas si ça se dit, est absolument hallucinant. C'est-à-dire que ça a explosé parce que les gens, en fait, c'est très simple l'urbanisme. Quand on fait une piste cyclable, eh bien, les gens, ils y vont. Il n'y a pas de magie. Pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas ou au Danemark, les gens, ils prennent autant de vélos? Parce qu'il y a autant de pistes cyclables. Et donc, nous, en France, on avait un retard énorme sur ces infrastructures puisqu'on avait pensé la route comme un monopole de la voiture. C'est-à-dire que la route, c'était un espace pour les voitures et puis à côté, on laissait un peu de place pour les autres, pour les piétons, pour les vélos. Et puis en fait, cette vision-là ne marche plus du tout. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, et là je parle de Paris, mais pas que, il faut vraiment faire ce passage de la route à la rue. Il faut retrouver la rue, il faut se croiser, et il faut changer le design, il faut changer de logiciel. C'est-à-dire que les mobilités douces, elles doivent être au centre. On doit se dire d'abord comment est-ce que les piétons, comment est-ce que les vélos ils vont rouler, et pas commencer par la voiture. Parce qu'est-ce que vous connaissez le chiffre? Aujourd'hui, moins de 35% des Parisiens ont une voiture. Donc il est délirant de donner beaucoup plus d'espace à un mode qui est aujourd'hui minoritaire. Si vous voulez, c'est un simple rééquilibrage de justement en fait ce que pratiquent les gens et ce qu'ont les gens aujourd'hui à Paris. Et donc vraiment, je pense que cet urbanisme qu'on pratique à Paris et où plein de gens ont dit qu'on était fous, c'était en fait simplement un réajustement de l'espace public par rapport à l'usage des gens, par rapport au fait qu'ils possèdent ou non une voiture. Donc c'est quelque chose en fait de très simple et c'est fou en un sens que ça crée autant de débats puisqu'on voit bien aujourd'hui que quand on a ces pistes cyclables, eh ben, je peux vous dire qu'elles sont vraiment utilisées. Donc c'est que cette demande, elle existait. Et donc là, on vit cette transition en ce moment à Paris et donc elle est difficile parce qu'il y a des travaux. Il y a des chantiers, une piste cyclable, ça crée des travaux, donc forcément, ça crée des galères, donc les gens sont pas contents, c'est normal, c'est comme ça. C'est dans l'histoire des grandes villes, ça se passe toujours comme ça. Et aujourd'hui, si vous allez à New York, à Copenhague, à Vancouver, il se passe la même chose absolument partout. Et ce qui est amusant, c'est que certaines personnes qui se plaignent, par exemple, des berges, qui disent pourquoi je peux plus rouler, quand ils vont à New York, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont au bord de l'eau, marcher, ils se disent « Ah, c'est génial cette promenade ». Mais alors à Paris non, c'est voilà, je sais pas. Mais et donc je veux juste rappeler que c'est ce qui est fait dans absolument toutes les grandes villes du monde. Peu importe d'ailleurs l'orientation politique. C'est ce qui est fait dans d'autres grandes villes en France. Il faut se rappeler qu'à Bordeaux, c'est à peu près la même politique qui a été menée par un maire de droite, puisque c'est juste une évidence. Quand on est dans une grande ville, il n'y a pas assez d'espace pour n'accueillir que des voitures. Elles prennent trop de place, elles polluent, et donc il faut faire ce rééquilibrage, puisque c'est une urgence sanitaire. Hier, à Paris, on a mis en données ouvertes la pollution et l'état de la pollution dans toutes les rues de Paris et autour des écoles. Quand vous regardez ça, vous vous rendez compte qu'il y a une urgence sanitaire. Et il n'y a pas 36 solutions. Pour lutter contre la pollution, il faut qu'il y ait moins de voitures dans une ville. Enfin, très honnêtement, c'est une équation, vous arrivez assez vite à la solution. Donc à un moment, il faut se rendre à l'évidence et on peut nous dire il y a du diesel propre, je ne sais quoi. Les dernières études montrent que le soi-disant diesel propre, en fait, il pollue également parce qu'il y a des microparticules. Donc à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et est-ce que vous avez envie que vos enfants aillent dans une école qui est polluée, dont à l'entrée, à la sortie, il y a une pollution extrême? Non. Et ben pour ça, il y a une solution simple, c'est de baisser l'usage de la voiture et de laisser plus de place aux mobilités douces. Et l'espace à Paris, il est très restreint. Donc vous n'avez pas 36 solutions. Quand on dit oui, mais d'accord, il faut faire de l'espace pour les vélos, mais il ne faut pas baisser l'usage de la voiture, ça n'existe pas. Vous voyez une rue parisienne, eh bien,
il faut faire des choix. Donc la mobilité, c'est des choix politiques. C'est pas juste de l'optimisation. On peut pas dire on va mettre 3 capteurs et puis franchement ça va marcher, c'est que des maths. Bien sûr que non. C'est la mobilité, ce sont des choix. Et donc c'est ce qu'on fait à Paris. Donc bien sûr ça plaît pas à tout le monde, c'est normal parce qu'on touche au confort, on touche à l'intimité des gens. Mais je vois à quel point les choses évoluent déjà en 2-3 ans. Et je pense que dans 2-3 ans, on se revoit, mais le débat il sera déjà tout autre. Et il y a plein de questions. En fait, ça sera même plus des questions. Eh bien, on va voir justement s'il y a des questions. Merci pour la transition. Et il y en a, je vous demandais simplement, comme vous êtes assez nombreux, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, posez des questions assez courtes, assez simples, et si possible, qu'il soit des questions qu'on puisse répondre. Monsieur, est-ce qu'il y a un micro ici? Il a été le premier, c'est juste pour ça. Et ensuite... Allez-y. Bonjour. Bonsoir, merci à tous. Alors le premier point, un point important, oui, je pense, c'est d'abord au niveau de la sécurité, parce que parlez plus près du micro, oui. Traverser Paris en vélo, ça fait longtemps que je fais du vélo, mais le jour où on pourra, que ce soit en milieu urbain, périurbain, mais dire une maman va pas avoir peur de mettre son enfant dans le bus, dans le car, mais s'il y a quelques kilomètres à faire en vélo, que ce soit Paris ou... ça va poser un problème. Donc il y a d'abord un problème de sécurité. Via les pistes, via notamment, on peut aussi améliorer beaucoup au niveau sécurité si on faisait, je sais pas, une traversée des carrefours, par exemple, en milieu urbain, 30 secondes, c'est d'abord les vélos, parce qu'ils traversent tous les carrefours, ils passent devant. On n'a pas parlé de l'écart de vitesse. Dès l'instant qu'on mélange des véhicules qui ont plus de 5 mètres secondes d'écart, 5-10 mètres secondes, c'est-à-dire 18-30 km/h, là, ça représente un danger. Donc là, l'électrique, enfin, surtout certains vélos, même des vélos de route, on ne peut pas difficilement mélanger des véhicules qui ont des vitesses bien différentes. Et ça, pour dire, j'avais plein où je ne vais pas monopoliser la parole. Oui, au niveau... Je pose souvent la question, il y a plein de gens, j'incite les gens à faire du vélo, ils disent, mais pourquoi il y a 2-3 km, pourquoi tu ne vas pas en vélo? Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas tranquille, il y a beaucoup de gens qui se réfrènent par rapport à ça. Et c'est vrai que de toute façon, on n'a pas trop le choix, qu'on le veuille ou pas. Les routes sont saturées. On est saturé un peu aux routes, les transports en commun sont saturés, donc la seule porte de sortie viable, à mon avis, c'est le transport léger, quoi. Et par contre, je voulais juste finir avec les patinettes. Au niveau sécurité, elle serait beaucoup plus sécurisée s'il y avait des béquilles centrales. Tout deux roues se maintient beaucoup plus avec une béquille centrale. Et en termes de location, ça prend moins de place. C'est comme une voiture. Une voiture, il y a des portes ouvertes, elle prend plus de place que s'il y a des portes fermées. Alors, la béquille centrale, allez-y. On va regarder. Et ben voilà, on va regarder. Et sur la sécurité pour le vélo, je crois que ça a été dit, je crois que tout le monde est d'accord, c'est vraiment une condition. Oui, monsieur, allez-y, là, au premier rang. Essayons de faire circuler rapidement les... Merci, Pierre Calvin, président de Route de France. Quelques petites remarques. Bon, déjà... Oui. On se rend compte au travers du débat qu'il y a un besoin de complémentarité des différents modes. Il n'y en a pas à exclure, il n'y en a pas... Tout est bien, tout est bon, et il faut les adapter en fonction des territoires. Je crois qu'on l'a tous, en tout cas, moi j'ai bien redécouvert au travers de ce qui a été dit autour de la table ronde. Quelques éléments quand même qui semblent importants, c'est que pour que tout ça puisse fonctionner, il faut que tout ça puisse cohabiter. Pour cohabiter, ça ne se fait pas avec une organisation, qu'elle se soit en race campagne ou en milieu urbain, qui date du passé. Et donc il faut que l'on conçoive des espaces publics de façade à façade qui puissent intégrer ces différentes mobilités. Mais à essayer de grignoter en mettant, je vais mettre une bande un peu moins large pour pouvoir faire passer, on n'y arrivera pas, à mon avis en tout cas. Et je pense que tous les professionnels vous le diront, mais tous les usagers aussi, c'est vraiment en ayant un redécoupage total de ces espaces qu'on pourra faire quelque chose. Et là, on retombe sur un deuxième problème qui a un peu été évoqué tout à l'heure aussi, c'est le problème de la qualité de ces chaussées. C'est qu'on a un problème d'entretien, ça c'est clair. Et le temps de mettre en place tout ça, le véhicule autonome, on l'a vu, il y a encore un peu de temps. Entre-temps, il va falloir circuler avec les véhicules tels qu'on les a aujourd'hui. Ça se dégrade à la vitesse grand V. Comment peut-on entretenir ces chaussées d'une manière pérenne pour qu'elles puissent accepter ces nouvelles mobilités? Deuxième chose, donc, un point qui est important, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure les 13,4 milliards ça ne touche que des grands projets, quasiment. Le reste, c'est les AOM qui sont des autorités locales
qui, elles, mettront ou mettront pas les moyens. On a eu les opérations de TCSP, transport en commun en site propre, qui ont permis de réaliser tous les couloirs bus, les trams, etc., qui aujourd'hui sont des solutions qui ont quand même montré leur efficacité. Pourquoi ne pas imaginer d'avoir des projets du même type pour réaménager, comme j'expliquais tout à l'heure, l'espace de façade à façade pour pouvoir y accepter les voitures, les trottinettes, les vélos, etc. Les voitures, les différents modes qui existent aujourd'hui. Donc il y a vraiment ces deux sujets. Un, c'est pouvoir cohabiter. Deux, c'est le financement. La gouvernance devrait être réglée effectivement au travers de la LOM. Merci pour cette... Oui, allez-y. J'aimerais poser une question à Madame la députée. Alors vous avez rappelé que nous étions passés d'une logique de la LOTI, donc aménager les grandes infrastructures, à une logique de mobilité. La loi s'appelle la LOM. Pourquoi dans sa réflexion, l'État n'a pas cherché à transférer aux régions l'ensemble des compétences en conception, en exploitation sur les routes nationales en milieu urbain, donc ce qu'on appelle les voies rapides urbaines, parce qu'aujourd'hui, ce sont quand même les régions, plus que l'État, qui à la fois sont, je dirais, proches du terrain, proches des usagers, et qui sont sans doute les meilleurs acteurs pour mettre en place l'ensemble des connectivités dont on a pu parler. Merci. Voilà, ça c'est ce point-là. Et alors, juste oui. en deux mots, en cherchant plutôt à recentrer encore plus la fonction de l'État, ainsi que c'était affiché dans la loi de décentralisation de 2004, les routes nationales lorsqu'il y a eu la décentralisation de certaines routes nationales vers le réseau départemental, en affirmant encore plus un rôle de l'État dans une fonction d'assurer la cohérence de tous les réseaux, d'assurer la cohérence du système, tel qu'on l'a un petit peu résumé, toute maîtrise d'ouvrage confondue. Alors quand on parle de cohérence, quand on parle de cette affirmation, ça peut être là où il y a un besoin réglementaire, là où il y a un besoin de normalisation, là où il y a un besoin de certification. Parce que ce qu'on dit certains, c'est qu'en fait la parcellisation aujourd'hui des maîtrises d'ouvrage fait que par exemple il n'y a pas de continuité sur les réseaux cyclables, fait que certaines collectivités ont les moyens d'aménager et aménagent quelquefois mal. Elles ont de bonnes intentions, mais elles ne peuvent pas. D'autres ont davantage de moyens. Et donc, cette stratification des modes, des maîtrises d'ouvrage, arrive à des incohérences que nous pouvons mesurer. Merci, Madame Abba. La réflexion, elle a eu lieu. Et d'ailleurs, il y a des régions qui se sont portées volontaires. Et à moyen terme, elle continuera à se poser. Et on assistera peut-être à ce type de transfert. D'ailleurs, on a vu avec la nouvelle collectivité d'Alsace. On touche à ce droit à la différenciation. Et on touche pour des raisons pratiques évidentes à l'opportunité de ce type de transfert et de changement de mode de gestion. Maintenant, je pense que pour le moment, il était encore nécessaire de maintenir une certaine cohérence sur le réseau du territoire. Les transferts de compétences, la loi NOTRe, c'est encore des choses qui ont besoin, je crois, d'être stabilisées. Les départements, pour certains, pourraient prétendre aussi, avec leurs compétences acquises sur la gestion du réseau des routes départementales, à ce type de gestion. Ça ne nous a pas semblé souhaitable pour l'instant, mais c'est une réflexion qui court de la même façon que s'est posée aussi la question de la renationalisation de certaines concessions autoroutières. Pour l'instant, il nous a semblé important de laisser s'éteindre ce type de concession et d'avoir la réflexion à l'issue avant de percuter ces contrats. Et d'ailleurs, dans l'opinion, je crois que c'est quelque chose qui n'a échappé à personne. On a besoin à la fois de financement, et vous l'avez très bien dit. Et donc on ne peut pas se couper d'un apport privé ou d'un travail dans un partenariat étroit. C'est ce qui a lieu au sein des contrats de plan État-région avec les différentes collectivités. Vraiment un travail dans une cohésion parfaite entre les différentes collectivités et niveau d'intervention et de compétences. Mais on ne peut pas non plus se couper de perspective avec le privé, même si effectivement les ressources nécessaires demandent à étudier finement les choses.
Une phrase juste de Madame Lagic, parce que... Juste une phrase pour confirmer, effectivement, nous, la FUB regrette aussi beaucoup ce manque de cohérence du schéma cyclable au niveau national, et on aimerait qu'on puisse avoir un schéma national cyclable passant au-delà de toutes ces collectivités, ce millefeuille administratif qui est absolument un vrai problème. Encore plus pour les pistes cyclables que pour les routes, je pense. Plus de cohérence, je ne voudrais pas être désagréable, mais il y a aussi une question de compétence et peut-être de sensibilité, parce que selon les techniciens qu'on a face à soi et selon les élus, on n'a pas la même sensibilité à ce type, d'où la nécessaire, je crois, vision étatique aussi pour maintenir une certaine ambition. Madame, le micro, c'est vous qui l'avez, allez-y. Oui. Je vous demande vraiment à tous des interventions courtes, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Voilà, tout simplement. Allez-y. Bonsoir. Donc moi je suis cycliste parisienne depuis des années, et ce qui m'intéresse, c'est de revenir sur l'idée du partage de la mobilité et la nécessité, je pense, de réfléchir à, je sais pas, un enseignement de comment on partage cette mobilité et comment on respecte les autres modes de transport, parce que depuis des années, c'est de plus en plus difficile d'être cycliste à Paris. Le climat est hyper agressif et l'insécurité est grandissante. Donc moi, je suis hyper d'accord pour qu'on partage la route, mais je pense qu'il faut faire des cours de civisme ou de respect des autres, pour que ce partage de la mobilité se fasse dans des bonnes conditions. Madame Lagic et Marion Valère, oui. Au niveau de la FUB, justement, demande très fortement l'apprentissage à vélo pour tous, déjà au niveau des enfants à la fin du CM2, à l'arrivée du collège. Alors pourquoi ça ne répond pas directement à votre question, mais ces enfants, ces jeunes vont devenir des cyclistes adultes, mais aussi des automobilistes adultes. Et s'ils ont fait du vélo jeunes, ils respecteront beaucoup plus. Donc, il faut aussi que ça avance. Beaucoup d'automobilistes ne respectent pas les vélos parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes cyclistes. En général, ceux qui sont cyclistes le font plus facilement. Marion Valère, rapidement, et le micro, monsieur, là. Oui, vous l'avez, très bien. Oui, rapidement, je pense que c'est un réapprentissage total de qu'est-ce qu'une rue, qu'est-ce qu'une route, c'est presque aussi comme manger autrement, en fait. On a des habitudes qui sont là depuis des dizaines d'années, où on considère des priorités, où on considère un usage qui prime sur l'autre, et en fait, je pense qu'il faut se projeter dans complètement autre chose, et que dans les 10 prochaines années, la rue parisienne, mais aussi ailleurs, ressemblera complètement à autre chose. Monsieur. Oui, merci. Christian Després, au ministère chargé des Transports et également des collectivités territoriales. Mais je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir fait un très bel équilibrage. Il y avait des tonalités un peu germano-pratines dans le débat tout à l'heure, et puis vous avez invité la députée d'un département éminemment rural, et ça c'est quelque chose de très bien, parce que ça permet de mettre en avant quelque chose d'intéressant. C'est que la voiture, on crée le haro sur la voiture, mais elle a cette magie qu'elle réconcilie tous les territoires. Elle peut partir de ce 11e arrondissement à 50 000 habitants au kilomètre carré jusqu'à aller au fin fond de la Haute-Marne où il n'y a plus que 4 habitants au kilomètre carré. Et c'est le même véhicule qui vous permet d'aller de l'un à l'autre. Et alors, bien sûr, on rêve 5e génération. Je sais qu'il y aura un jour des routes de 5e génération. Je sais aussi qu'on est allé sur la Lune il y a 50 ans. Je sais qu'il y a beaucoup d'investissements à faire, que l'électricité arrive, mais c'est toujours pas prouvé que la voiture électrique soit plus écologique que la voiture classique, parce qu'on était peut-être arrivé à un certain paradigme. C'est des voitures à consommation très basse, comme les petits diesels, qui avec des kilométrages très longs, c'est-à-dire on peut atteindre presque de 1 million de kilomètres accomplis par un petit diesel type la vieille 205 diesel que l'on connaissait bien. Et est-ce qu'on va peut-être pas un peu trop vite en crachant un peu dans la soupe ? Merci. Vous voulez dire quelque chose, Madame Abba ou Monsieur Franchino ? Allez-y. Attendez, on va répondre d'abord et ensuite je vous donnerai la parole, mais rapidement, vraiment très très vite. Oui, merci de votre intervention. C'est vrai et je vous demande vraiment d'être très synthétique, très court. C'est vrai que le succès de l'automobile, c'est sa polyvalence, c'est de répondre à un tas de situations. Ce qui est sûr, c'est que on va vers un système hybride. C'est-à-dire que
Il ne faut pas être trop manichéen, c'est vrai, il y a différentes techniques. On peut déjà commencer à faire, même avec des véhicules classiques, on peut les rendre plus propres au travers de carburants plus propres. On peut également diminuer sur des cycles urbains très hachés, c'est-à-dire on s'arrête à peu près tous les 100 mètres ou 200 mètres, on peut les hybrider. Donc on peut commencer à diminuer la pollution locale au travers, ou avoir des cycles de 20 km totalement en électrique. Et puis on a les véhicules électriques, et comme vous avez dit, ça dépend la source avec laquelle on a produit l'électricité, qui fait que ça peut contribuer plus ou moins favorablement dans le bilan global de la pollution. Donc ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut aller vers plus de, je dirais, de réflexion générale sur un territoire, de regarder les atouts du territoire. Et ça n'a pas été cité dans le débat, mais je souhaiterais faire un petit focus. Rapidement, alors. Il faut étudier tous les besoins de mobilité. Aujourd'hui, au travers de l'intelligence artificielle, des données dont on dispose en grand nombre sur les territoires, on est capable de repenser le système de transport en l'optimisant. C'est-à-dire, comme vous avez dit, peut-être certains axes, ils sont plus adaptés pour faire passer de la voiture, d'autres peuvent être au contraire réservés à des mobilités plus douces. Et ça, c'est important. Quand on parlait tout à l'heure de route digitale, le fait de numériser les choses va aider les territoires, les collectivités locales à prendre des bonnes décisions d'aménagement public, parce qu'on parle d'aménagement public. Et il faut des données objectives. Merci. Pardon ? Attendez, parce que vous n'avez pas de micro, mais donnez le micro. Attends, oui, vraiment très rapidement. Alors vous pouvez nous parler de mobilité, qu'il y a 5G pour les autoroutes, Grand Paris, etc. Mais on oublie de tenir compte de la raréfaction, l'épuisement, la disparition des matières premières, de l'énergie, des terres rares, qui va commencer en 2024. Alors que, on peut se poser la question de la mobilité, tout ce qu'on veut, mais à condition soit avant de se poser deux questions ou en même temps de penser à ça. Ça signifie mettre les solutions alternatives qui existent et que le gouvernement nous cache plutôt que nous imposer des solutions qui sont irresponsables, qui ne vont rien changer, voire qui peuvent amener à des famines. Et deux, les choses à mettre en place pour arrêter de gaspiller l'énergie et aller vers un modèle de société qui soit le moins énergivore possible. Ça n'a échappé à personne que le véhicule électrique, c'est pas une solution en soi à terme, ça n'est qu'une transition. Par contre, la refuser aujourd'hui, c'est quand même rester dans les énergies fossiles. Et la première urgence, c'est tout de même d'en sortir, pour des raisons environnementales, des questions de souveraineté énergétique, et j'en passe. Donc c'est une transition sans être une fin en soi, effectivement. Et on a d'autres technologies, je passe les thèses complotistes, mais en tout cas des perspectives dans l'hydrogène et dans d'autres qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, et sur la suite... Écoutez, non, je crois qu'on va en rester là. Merci à tous les intervenants. Je reviens, comme promis, vers Sonia Lavadino. Alors, je vais vous demander un exercice difficile. C'est s'il vous plaît, en 2-3 minutes, nous dire ce que vous avez retenu de ce débat, de toutes ces interventions, et en particulier donc sur la thématique générale, mobilité collective ou individuelle, douce ou hyper connectée. Qu'est-ce que vous retenez ? Je crois que la mouvance vers le réseau capillaire et les réseaux secondaires, le fait de pouvoir vraiment recapter tous ces milliers, dizaines, centaines de milliers de kilomètres que nous avons, qui sont aujourd'hui finalement peu intensément utilisés, et ça c'est valable pour toute l'Europe, c'est pas qu'en France qu'on a ces routes agricoles. Nous-mêmes, nous avons fait cette transition en Suisse de manière extrêmement systématique pour pouvoir recapter ces routes, et en effet elles sont utilisées avec une interdiction à la circulation générale. Ne circulent que les riverains, les tracteurs, les cyclistes, les personnes à pied, les à cheval, les trottinettes, ce qu'on veut. Et il y a des usages très intenses
de ces routes-là, en pleine campagne, et je viens moi-même d'un village à Zedorf, on est 2400 habitants, donc je vois ça tous les jours, que ce soit au bord du lac ou que ce soit au milieu des prés à vaches. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de gens qui font ça, non pas uniquement pour leur loisir, non pas uniquement le dimanche, mais aussi pour aller faire leurs achats, aussi pour aller à la piscine, aussi pour aller avec les enfants à l'école, aussi pour aller au travail, aussi pour aller à la gare. Et ça, c'est quelque chose qui me semble effectivement une piste extrêmement importante. Vous êtes riche, vous avez des centaines de milliers de kilomètres de réseaux secondaires, il ne faut pas l'oublier, il faut les récapitaliser, si je peux dire, et qu'on arrête aussi de toujours surinvestir un certain nombre d'infrastructures qui sont déjà vraiment trop utilisées. Le deuxième point sur lequel nous, on travaille beaucoup en Suisse, et je pense que c'est un point sur lequel tout le monde aurait intérêt à travailler, c'est le fait d'assouplir la question des heures, assouplir la question des heures de pointe. Nous, on voit quand même déjà depuis maintenant un certain nombre d'années qu'à force que les politiques d'entreprise s'assouplissent, les politiques des écoles s'assouplissent. À Lausanne, par exemple, nous avons décalé les cours d'un quart d'heure, c'est pourtant pas grand-chose, sur toutes les écoles universitaires. Donc du coup, ça a quand même permis de gagner 5 ans sur l'achat des nouvelles rames de métro, simplement avec cette mesure de bouger un quart d'heure l'horaire des cours. Je pense qu'il y a des logiques de marge de manœuvre temporelle qu'on n'exploite pas du tout, alors que tous les espaces sont des espaces-temps. Je vous rappelle Einstein, je n'ai pas besoin de le dire. Donc la question, et on l'a vu par exemple avec le simple fait de mettre ces petites lumières rouges et vertes dans les parkings, à quel point ça a pu optimiser l'usage des parkings souterrains. Donc ça, c'est un point sur lequel je pense que c'est important qu'on capitalise ces questions temporelles. Ce qui me fait d'ailleurs dire que la question du budget temps est très importante. Il faut qu'on puisse fabriquer la planche à billets dans vos porte-monnaies. Dans vos porte-monnaies aujourd'hui, pour le vélo, pour la marche, vous avez très peu de temps. Vous avez des billets de 5 minutes, vous avez des billets de 10 minutes, vous avez des billets d'un quart d'heure. Il s'agit de vous enrichir, il s'agit de vous donner par des infrastructures adaptées, et je rejoins ce que le monsieur a dit sur la question d'une recapitalisation façade à façade, et c'est ce que nous faisons dans la plupart, en Suisse, mais aussi dans la plupart des pays, et nous avons les outils pour le faire, les zones de rencontre, les zones 30 généralisées. Il y a donc une question aussi de régime de vitesse. Avec zéro budget, j'insiste, le simple fait de changer un régime de vitesse généralisé comme l'a fait par exemple Graz en Autriche, ou comme d'ailleurs est beaucoup discuté à l'échelle européenne, avec 0 €, vous changez tout sur la manière dont la détente, je rejoins ce que madame a dit sur la question du stress et des points de tension qui sont très présents. Je pense aussi qu'il y aurait peut-être une logique à faire à une échelle nationale une opération point noir, parce que nous faisons des kilomètres et des kilomètres de pistes cyclables, tout le monde sait, et ça a été dit, et je rejoins, une piste cyclable sans résoudre les points noirs, ça ne sert à rien. Nous, on l'a beaucoup expérimenté en Suisse. On a fait pendant longtemps ce genre de politiques qui sont des politiques de la continuité sans assurer la politique de la porosité, de la traversabilité. Je pense que là-dessus, il faudrait finalement... Si vous faisiez seulement ne serait-ce que ces 3 mesures, c'est-à-dire mettre un certain nombre de... Et à l'échelle nationale, évidemment que ça va peut-être représenter des milliards, mais sur la résolution des points noirs, et un certain nombre, je dirais, d'argent qui viendrait dans la réinterrogation du réseau. Vraiment, chaque collectivité devrait se poser la question, ou chaque région, ou chaque personne qui est finalement responsable d'un certain nombre de kilomètres de route, de combien de routes elle a vraiment besoin pour faire circuler la part modale qu'elle doit faire circuler motorisée. Et l'État du Valais vient de faire ça, vient de rétrocéder plus de 4000 kilomètres, je crois, de routes aux communes, là où ces routes n'ont pas de sens par rapport au réseau structurant. Donc typiquement, on est dans une logique de ce type qui répond à la fois aux problématiques d'entretien, mais aussi qui donne la marge de manœuvre aux communautés locales de se réapproprier ces routes pour la vie quotidienne. Et je pense que là-dessus, il y a des mesures simples qu'on peut très bien mettre en place, et il n'y a qu'à voir ailleurs comment on le fait. Et puis, après, je ne dis pas ça, la mobilité reste une question extrêmement compliquée, mais je pense que ce qui est vraiment important pour chacun de nous tous, c'est aussi de nous réinterroger, nous tous, sur la pertinence de nos déplacements. Et quand même, la mesure la plus simple reste celle de savoir si, sur les 3,5 déplacements que vous faites par jour,
ils sont tous mérités d'une certaine manière. Parce qu'on a vraiment à ce point besoin de bouger constamment et à ce point besoin de bouger à cette heure-là et sur ce trajet-là. Exactement. Et là-dessus, je pense que la ville intelligente va en effet pas mal nous aider. Mais je dirais que l'intelligence, elle est d'abord en nous-mêmes. C'est d'abord en nous-mêmes qu'il faut qu'on trouve la pertinence de nos déplacements. Eh bien, merci beaucoup. C'est effectivement une superbe pré-conclusion qui ouvre des horizons. J'ai dit pré-conclusion parce que maintenant, j'appelle le président Ali Adam, président du syndicat des équipements de la route. Voilà, beaucoup de choses ont été dites et j'imagine beaucoup de choses qui vous intéressent directement, qui intéressent directement le président et le syndicat des équipements de la route. Ça ouvre des perspectives pour les équipements de la route. Certainement. Allez-y, je crois que c'est bon. Donc tout d'abord, je remercie tous les intervenants autour de la table ronde, les participants également à notre débat d'aujourd'hui. Le sujet, au fait, n'est certainement pas que technologique. On est dans un débat passionnant et surtout très passionné à entendre un peu les diverses interventions. C'est un débat de société, de génération. Comment nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis père de famille, mais même grand-père aujourd'hui. Comment mes enfants, mes petits-enfants demain vont bouger en trottinette, en voiture autonome. Finalement, il n'y a pas... Moi, je ne ressens pas de sujet les uns contre les autres. Il n'y a pas de vélo contre la voiture ou une trottinette contre un bus dans un couloir. Il y a un débat de société, de génération, qui n'oppose pas les uns les autres, mais qui, ensemble, j'espère, à la fois... techniciens, génération, politique, gestionnaire d'espaces urbains, apporteurs de solutions, véhicules, trottinettes, etc. C'est tous ensemble au travers de plateformes comme aujourd'hui. Et nous, en termes d'équipement de la route, oui, il faut construire la route. Alors la route, pour moi, c'est pas la voiture. La route, c'est un espace, comme on disait. Effectivement, quand je prends l'avion, je dis je suis en route, à un moment j'arrive. ou quand je prends le train, souvent aussi, le terme route, c'est cet espace dans lequel il y a un mouvement, il y a un partage entre divers modes. Et c'est notre intelligence, et je reprends peut-être un peu aussi votre conclusion, notre intelligence humaine qui doit peut-être prévaloir. Nous, en termes de technologie, on a des outils. Il faut du temps aussi pour les développer. On ne peut pas tous les jours inventer une nouvelle chose. Il faut du temps, il faut fiabiliser. L'espace route est un espace très complexe. Quand il y a des innovations, elles prennent du temps. Il faut aussi du temps de les expérimenter, de les valider, de les déployer. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un an, c'est un nombre d'années. Donc, c'est, j'espère, notre intelligence humaine. Et nous, on sera toujours là, les techniciens, depuis qu'on a inventé la roue. On inventera aussi des capteurs, des solutions électroniques connectées. Et ensemble, j'espère effectivement qu'on construira un avenir meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants. Je crois que c'est là le vrai débat. Merci.